Introducing the 5-year business boost from Comcast Business. It's the certainty of a price lock for 5 years on qualifying internet bundles, plus the most reliable Wi-Fi with our best equipment. And ask about a $500 prepaid card when you add 2 lines of mobile. The 5-year business boost only from Comcast Business. Powering possibilities. Ends 3/22/26. New customers only. 1-year contract required for guaranteed rate. 5-year pricing applies to monthly service charge excluding taxes and fees. Best Wi-Fi based on Open Signal Awards USA. Fixed Broadband Experience Report May 2025. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cette émission, un mardi sur 2 et tous les vendredis, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils, comment ils le gagnent, comment ils y ont été éduqués, comment ils le dépensent, comment ils l'appréhendent tout simplement. Je suis Fabrice Florent et mon métier, c'est de faire parler les gens. Je vais parler mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. J'anime des émissions de conversation sur différents sujets, la paternité, la maternité, le succès, les masculinités et bien sûr l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web fabflorent.com, fabflorent.com. Pour revenir à l'argent, je me suis également formé à devenir spécialiste de la relation à l'argent et j'accompagne désormais des dirigeantes, des dirigeants, des freelances mais aussi des salariés à transformer durablement leur relation à l'argent. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien dans les notes de cet épisode. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que l'histoire d'argent vous a beaucoup aidé à apaiser votre relation à l'argent et vraiment, j'en suis ravi. Si c'est le cas, vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant de l'argent avec votre carte bleue ou en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter qui est dédiée à l'argent et vous trouverez toutes les infos, encore une fois, pour me contacter dans les notes de cet épisode si vous souhaitez passer à mon micro. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est parti. On est avec Florence. Salut Florence. Salut. Bienvenue dans Histoire d'argent. Florence, tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois de ça pour me dire intitulé Daronne qui se bagarre avec ses croyances limitantes sur l'argent et dont les dents grincent trop souvent. Et t'as commencé ton mail en me disant alors je vais te montrer à quel point je suis perfectionniste dans ta publicité là je suis correctrice et tu fais une faute d'accord et en fait ça va pas du tout. Merci Florence. Sache qu'il y a 3 ou 4 personnes qui passent derrière moi, tu vois, donc on essaie d'erreur collective à croire que vraiment la langue française part en couille, quoi. C'est pas possible. Tu me disais que t'écoutais le podcast depuis un bail, c'est ça? Oui, j'ai commencé avec les histoires de mecs. Enfin, vraiment les premiers, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. À l'époque de Mademoiselle Club, je crois, non? Ouais. Alors c'était avec Mimi. Moi, j'ai jamais jamais du tout lu et écouté Mademoiselle. Je suis trop vieille. J'ai su que ça existait par mes fils, mais moi j'ai jamais pratiqué le média. Mais par contre, le podcast dès les débuts, ouais. Et quand Histoire d'argent a démarré, alors je t'avoue qu'au début j'étais un peu sceptique. En mode, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir y avoir d'intéressant là-dedans? Et puis finalement, j'ai voulu écouter par curiosité, tu vois, parce que c'était toi qui les faisais, donc je me suis dit ça devrait pouvoir être intéressant quand même. Et effectivement, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as appris en fait à travers l'écoute du podcast? Ça m'intéresse toujours. Alors déjà, ça m'a montré à quel point effectivement les représentations qu'on en a et la façon dont on le gère, dont on le perçoit, à quel point ça peut être, d'un extrême à l'autre. Vraiment, chacun a sa façon de voir, de faire, qui lui paraît souvent la bonne. et que oui, en fait, il y a une diversité qui est hallucinante. Et puis aussi, ce que ça m'a montré, c'est que on peut travailler là-dessus, quoi. On n'est pas obligé de rester coincé dans sa petite case. Et ça, c'était quand même assez enthousiasmant. Ok, trop bien. Alors je vais lire un petit peu ce que tu m'as raconté pour
raconter un petit peu ce dont on va parler. En fait, tu me racontais que, en gros, aujourd'hui, tu as 58 ans, que tu as commencé ta vie professionnelle à la fin des années 80, où tu étais informaticienne. T'avais même une maîtrise d'informatique. Et donc, comme tu dis, ma voix semblait toute tracée. En fait, à l'époque, tu écrivais des programmes de gestion pour des boîtes. Comme tu dis, avec mon ex-mari, donc ton futur ex-mari à l'époque, vous êtes partis voyager 6 mois en Afrique de l'Ouest. Et au retour, en fait, tu te reconnaissais plus du tout dans cette vie. T'as décidé d'arrêter l'informatique et t'as commencé à travailler dans l'humanitaire avec lui. Et là, bon, bah forcément, grosse claque en termes de revenus, j'imagine. Tu dis, nos revenus ont été divisés par 3. Maintenant que je t'écoute, je me dis qu'il y a certainement une histoire de loyauté familiale. Tu veux peut-être raconter, comme ça on voit un petit peu où on met les pieds tout de suite. Le sujet de la loyauté familiale, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Bah, tu me disais que ton père était facteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Mon père était facteur, ma mère femme au foyer. Donc moi, j'ai 58 ans. Je suis la dernière de 6 enfants et l'aîné, il a 19 ans de plus que moi. Donc moi, j'ai pratiquement toujours connu mon père à la retraite, en plus, tu vois. Donc la retraite, les revenus diminuent encore. Donc clairement, moi, j'ai grandi dans une maison où l'argent, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pas eu la sensation de manquer de quoi que ce soit. Enfin, à ce moment-là, hein, en y réfléchissant maintenant, je vois bien qu'il y a une histoire de manque qui s'est incrustée assez profondément. Mais oui, enfin voilà, c'était en plus à la campagne. Enfin voilà, niveau de vie très très simple, quoi. Et donc, oui, j'imagine que la loyauté, elle vient de là. Alors, en plus, c'est bon, on n'a pas dit, mais donc aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans l'informatique et j'écris des romans. Et en fait, je me suis rendu compte que ce problème de loyauté, il est eu à 2 niveaux. Donc, au niveau de l'argent, mais aussi au niveau de ce que je fais, de mon métier. Parce qu'en fait, j'ai aussi grandi avec l'idée. Moi, très tôt, j'ai eu envie d'écrire des livres, mais très tôt, on m'a dit que c'était pas mon métier. Zut. Et en fait, ouais. Et du coup, j'ai réalisé que je m'étais vraiment mise à écrire de la fiction, et seulement après la mort de mes parents. Incroyable. Ok. Voilà. Donc, je pense que la loyauté, c'est un truc qui est, tu vois, c'est bien ancré. Ouais. Et donc, t'as eu besoin, entre guillemets, que tes parents meurent pour te libérer finalement de cette loyauté que t'avais à eux, quoi. Ouais. Par rapport, enfin, plus spécifiquement, c'est à la mort de ma mère, puisque mon père est mort il y a très longtemps. Enfin, j'avais 21 ans quand il est mort. Et, mais c'était vraiment avec ma mère que je partageais ce goût de la lecture et ce côté, oui, enfin, l'écriture, c'est un truc important. Et c'est après sa mort à elle que j'ai réussi à publier mon premier livre. Waouh. Très bien. Et est-ce que tu as réussi à gagner masse d'argent depuis ou pas, depuis la mort de ta mère? Non. Il y a encore un truc à débloquer, alors. Ah là, ouais, exactement, ouais. Non, je dirais même que cette année, tu vois, et là, actuellement, c'est même, je crois que c'est à peu près le moment où, depuis où je gagne le moins d'argent, tu vois. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc, qui a débloqué sacrément. Et alors, tu disais dans le mail qu'en fait, et j'imagine, tu disais en fait avec ma formation et la carrière qui s'ouvrait devant moi, j'aurais pu être une vraie transfuge de classe. Mais c'est-à-dire que j'imagine à quel point fin des années 80, tu vois, tu t'es dans l'informatique, t'es implanté, enfin tu vois, après il y a eu le bug de l'an 2000, enfin t'aurais pu avoir une carrière incroyable dans l'informatique et gagner d'une folle, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Ok. Oui, non, enfin, c'est le fait est que quand même aussi, enfin, gagner de l'argent, ça ne m'a jamais fait rêver, si tu veux. Je ne fais pas partie de ces gens pour qui ça a été un but. Donc, j'ai pas vraiment de frustration à ce niveau-là. Enfin, je vois les gens qui ont été étudiants en même temps que moi dans la filière que j'ai suivie. Et clairement, il y en a quelques-uns avec qui je suis restée en contact. Et j'ai vu leur parcours. Je vois leur niveau de vie actuellement, mais il n'y a pas de ni jalousie ni frustration, tu vois. C'est pas, c'est juste un fait, voilà, que bon, effectivement à ce moment-là. Et puis j'ai fait tout à fait consciemment à ce moment-là. Enfin, il m'a semblé que c'était tout à fait consciemment le choix de, je préfère quitter un job dans lequel je ne m'épanouissais pas du tout.
pour un autre qui me paraissait plein au sens et dans lequel effectivement j'ai gagné très peu d'argent, mais c'était pas un souci à ce moment-là. Mais clairement, oui, il y a eu une cassure à ce moment-là, une déviation et oui, j'aurais pu m'extraire vraiment de mon milieu, on va dire quoi. D'ailleurs, enfin à ce sujet, j'ai une anecdote et le fait que je m'en rappelle encore, ça marque, ça indique aussi à quel point ça a pu me toucher un truc à ce moment-là. C'était on va dire, ça doit bien faire il y a 40 ans, hein, mais je revois encore la scène. C'est une de mes sœurs qui m'avait dit comme ça, donc j'étais en fac d'informatique à ce moment-là, qui m'avait dit ouais, il va nous ramener un ingénieur qui aura plein de sous et qui nous prendra de haut. Ah bah voilà. Voilà. Réglé. Je pense que du coup, j'ai fait en sorte que ça n'arrive pas, quoi. C'est intéressant parce que, en fait, je comprends bien à quel point t'as pris cette décision en conscience à l'époque d'arrêter ta carrière dans l'informatique. En fait, pour moi, ce qui est terrible, entre guillemets, c'est que la relation à l'argent, c'est tellement inconscient qu'en gros, on la prend même pas en compte. Tu vois, c'est-à-dire que j'entends bien et tu vois, ça me parle en plus parce que je crois vraiment que à plein de moments dans ma carrière, notamment chez Mademoiselle, j'ai fait en sorte de saboter le fait de gagner plus d'argent, tu vois, pour la boîte. Et j'étais hyper en conscience. Mais le problème, c'est que j'avais pas du tout conscience de ma relation à l'argent, quoi. Donc t'as l'impression sur le moment que c'est une décision hyper alignée, sauf qu'en fait il y a plein de choses que tu prends pas en compte, puisqu'en fait fondamentalement la relation à l'argent elle est inconsciente, quoi, à l'époque. Et donc là, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y avait une loyauté envers ton milieu qui était aussi inconsciente, quoi, tu vois, et qui venait d'éteindre sur ta relation à l'argent, quoi. Ah bah complètement, oui. Et puis je te dis, cette petite phrase de ma sœur, pour que 40 ans après elle soit toujours là, c'est qu'elle a pesé, quoi. Ouais, j'imagine. Et alors, ce qui est marrant, parce que tu me dis dans ton mail, donc tu me racontes qu'en fait, tu aurais pu être une vraie transfuge de classe. Et donc à ce moment-là, effectivement, j'avais déjà parlé, je crois, dans le podcast de ce bouquin que je trouve incroyable d'Adrien Nazelli qui s'appelle merde. Alors je l'ai plus, pardon. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. J'ai plus le titre en tête, mais en gros, qui fait parler des parents de transfuges de classe pour la première fois. Et pour lui, la définition, c'est simple. Hein, c'est en fait un transfuge de classe, c'est quoi? C'est tes parents, ils ont pas fait d'études supérieures, et toi, t'as fait des études supérieures. Donc, d'un coup d'un seul, ça t'amène dans une autre dimension, tu vois, dans un autre univers, auquel tes parents n'ont pas eu accès. En fait, c'était trop intéressant ce bouquin, parce qu'il faisait parler pour la première fois des parents, et de voir un petit peu, justement, à quel point les transfuges de classe, eux, se sentaient plus jamais chez eux, dans leur milieu, en tout cas appartenant à un truc, puisque de toute façon dans leur nouveau milieu, bah ils y appartiennent pas vraiment, puisque bah ils ont pas les codes, etc. Et puis quand ils reviennent chez eux, bon bah ah bah tiens, c'est comme tu dis, quelqu'un qui va venir nous prendre de haut, quoi. Donc c'est terrible, hein. Ça vient jouer à plein de niveaux. Et tu me dis, alors c'était une petite parenthèse, mais tu me dis, j'aurais pu être une vraie transfuge de classe. Heureusement, si je puis dire, j'ai rencontré un homme qui m'a aidé à me tenir éloigné de l'argent pendant des décennies. Tu le penses vraiment, ça, encore aujourd'hui? De quoi, le heureusement, ou que c'est... Ouais, le heureusement. Alors non. Ok. Non. C'est de l'ironie. Voilà, tout à fait. C'est de l'ironie totale. Non. Par contre, le fait que, effectivement, j'ai rencontré exactement la bonne personne pour me tenir, mais très, très loin de l'argent pendant longtemps, ça, oui, parce que, alors, bon, lui, sa relation à l'argent, il y aurait beaucoup à en dire aussi, mais bon, c'est son histoire à lui. Mais oui, clairement, enfin, je pense que ça, si j'avais rencontré quelqu'un d'autre, mon itinéraire aurait été complètement différent, tu vois, certainement. Là, d'autant plus que, lui, quand je l'ai connu, donc il préparait ce fameux voyage en Afrique, là. Et en fait, moi, à la fin de mes études, on est parti, quoi. Je me suis greffée sur son projet. Et la découverte de la pauvreté, la vraie, en Afrique noire, si tu veux, ça a été un choc, un choc total, quoi. Et à côté de ça, je me suis dit, dans ton job qui est d'écrire des programmes pour des grosses entreprises, franchement, quel intérêt, quoi, quand on voit ce que d'autres gens vivent sur cette planète, quoi. C'est là où il y a eu ça a été un cataclysme, quoi, clairement. Hein. Je comprends. Ok, bon. On va parler de tout ça, on va aussi parler de ta, comme tu disais, de ta daronnerie, parce que tu me disais daronne qui se bagarre
On va peut-être parler aussi de ta vie de maman et de ta relation à l'argent. Mais j'aimerais bien avant ça te poser les deux questions que je pose à tout le monde. En fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, ça m'évoque surtout la liberté, liberté ou alors je sais pas. Bon là c'est, moi je fais toujours un peu pointilleuse sur les mots. Alors est-ce que c'est vraiment liberté, autonomie, indépendance? Bon, j'hésite un peu, mais bon en tout cas c'est clairement, si tu veux, au moment où j'ai voulu justement quitter mon mari, bah c'est parce que j'en avais la possibilité financière que ça a pu se faire, quoi. Donc pour moi ça reste vraiment le truc, l'aspect important aujourd'hui, quoi. T'as quitté ton mari fin 2019, hein, c'est ça? En 2019, pardon. Début 2019, ouais. Très bien. Et en fait, à l'époque, justement, où tu fais la rencontre du métier d'humanitaire, etc. À ton avis, à l'époque, qu'est-ce que ça représentait pour toi, l'argent? Qu'est-ce que ça représentait pour moi? Eh ben, alors c'est un peu difficile de me replonger à cette époque-là. Je pense que, en tout cas, c'était pas quelque chose d'important, enfin, de primordial dans ma vie. Je pense que c'était un truc qui permettait de faire des choses. Parce qu'en plus, c'est vrai que dans l'humanitaire, moi, j'étais administratrice, donc j'étais la personne qui gérait l'argent. Ok. Introducing the 5-year business boost from Comcast Business. It's the certainty of a price lock for 5 years on qualifying internet bundles, plus the most reliable Wi-Fi with our best equipment. And ask about a $500 prepaid card when you add 2 lines of mobile. The 5-year business boost only from Comcast Business. Powering possibilities. Ends 3/22/26. New customers only. 1-year contract required for guaranteed rate. 5-year pricing applies to monthly service charge excluding taxes and fees. Best Wi-Fi based on Open Signal Awards USA. Fixed broadband experience report May 2025. Voilà, donc oui, bon, il y a des petites coïncidences comme ça, effectivement, qui je n'avais jamais réalisé, toi, avant de t'en parler. Effectivement, c'était particulier parce que oui, ça m'a amené à gérer, moi, des budgets de plusieurs millions d'euros pour réaliser les projets sur lesquels on travaillait, tu vois. Et puis j'ai pu avoir aussi sur moi des sommes en cash, mais des trucs assez dingues. Enfin, j'allais régulièrement retirer 10 000 ou 20 000 $ à la banque, tu vois. J'avais ça dans ma poche. Bon, c'était dans des péniques pas toujours hyper sécures, mais c'était pas un souci. Donc je le voyais comme ouais, je pensais ça vraiment un moyen de réaliser justement ces projets sur lesquels on travaillait. Ok. Il n'y avait pas d'idée, tu vois, comme beaucoup de gens que j'entends qui ont vécu dans des familles modestes, une idée de manque, une idée de stress, etc. C'était assez éloigné de toi pour le coup. Bah pour le coup assez, ouais. Alors bon, quand j'avais 20 000 $ sur mon liquide, j'étais quand même un peu stressée. Je vais pas te dire le contraire. Mais après le stress, moi d'en avoir ou pas ou non, enfin vraiment j'ai pas souvenir d'avoir vu ces sensations-là. J'ai jamais grandi non plus avec l'idée que c'était mal, tu vois, enfin que c'était mauvais. Enfin, on n'en avait pas, voilà, c'était comme ça. Il y avait des gens qui en avaient, tant mieux pour eux, mais c'était pas. Ouais, il y avait pas de notion, de trucs. Enfin, en mode, j'ai jamais entendu. Enfin, les riches sont des gens qu'il faut pas fréquenter ou sont malhonnêtes ou. Enfin, ça, c'est vraiment. J'avais pas du tout ça en tête, toi. J'avais juste cette idée-là que il y a des gens qui en ont, il y a des gens qui en ont pas. Ok, d'accord. Et alors, tu me racontais que quand vous êtes revenu de la période humanitaire, vous avez fini par vous réinstaller en France. Et oui. Donc, tu disais, tu me racontes en fait qu'avec vos 2 enfants, vos revenus se situaient vraiment au-dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, tu ne te sentais pas pauvre parce qu'on arrivait à vivre avec peu d'argent, comme tu dis. Mais au fil du temps, j'ai commencé à ressentir de la frustration. Et tu me dis, et pas que sur le sujet de l'argent. Donc, j'imagine dans ton couple. Mais alors, sur l'argent, c'était quoi la frustration à ce moment-là? La frustration a quand même commencé à venir. Si tu veux, les premiers temps où on a vécu ensemble, vraiment, on était en mode, on dépense le moins possible pour économiser le plus possible pour après partir en voyage longtemps. On est parti comme ça pendant 2 ans en Amérique latine, tu vois, parce que avant, vraiment, on traquait la moindre dépense. Et c'est un truc qui est resté dans notre mode de fonctionnement pendant longtemps. Et puis quand les enfants sont arrivés, qu'ils ont grandi, qu'ils ont commencé eux à ressentir leurs propres besoins et à avoir des envies, là, c'est devenu,
pour moi, c'est devenu frustrant d'être toujours en train de refuser plein de trucs finalement dont eux pouvaient avoir envie. Et j'ai commencé à lâcher du lest là-dessus, enfin en me disant aussi que objectivement, on n'était pas obligé on était toujours vraiment en train de grappiller le moindre centime pour économiser, enfin vraiment l'écureuil du compétition, hein. Et il arrive un moment où je me suis dit bon, on pourrait peut-être se calmer un peu là-dessus, quoi. Donc c'est venu comme ça un peu au fil du temps. Et puis on n'a pas toujours été en dessous du seuil de pauvreté. Il y a eu des périodes où c'était le cas, et il y a eu des périodes où ça allait mieux. Enfin surtout les derniers temps. Donc il y avait plus. Et puis en plus on avait plus de projets vraiment définis à court terme à réaliser. Donc je considérais moi que le matelas qu'on avait était largement suffisant. Et là-dessus on n'était plus vraiment en corrélation. Ah ok, oui, parce que toi, tu avais envie de finalement profiter un petit peu de cet argent. Vous aviez combien à l'époque, voilà. pour avoir une idée en tête? Pour avoir une idée en tête, écoute, alors je t'avoue que je me souviens plus trop, mais je pense qu'on devait bien avoir, je sais pas, au moins 20 ou 30 000 euros de côté. Oui, ce qui j'imagine vous permettait de pouvoir vivre quelque temps avec un budget un peu serré, quoi, c'est ça? Oui, oui, parce qu'en plus, on avait acheté une maison, donc, mais à l'époque, on l'avait acheté cash parce qu'on n'avait pas. Après nos missions dans l'humanitaire, au départ, on n'était pas salariés, on était, comment on appelait ça, volontaires. Donc sur place, on était logés, nourris, on avait une indemnité qui était versée en France, donc à laquelle nous on n'a jamais touché. Et à la fin des 2 ans de mission, on avait un pactole qui nous était versé pour nous aider, entre guillemets, à nous réinsérer. Et donc le total de tout ça à l'époque, donc c'est loin, hein. C'est dans les fin des années 90, hein, donc on avait quand même réuni un total de 250 000 francs, et ce qui n'était pas si énorme que ça à l'époque, mais qui nous a permis quand même d'acheter une maison cash à ce moment-là. Donc on n'avait pas de dépenses, on n'a jamais eu par la suite de dépenses de loyer, de choses comme ça, tu vois, ni d'emprunt. Ouais. Enfin, on n'a jamais assez d'emprunt de notre vie de toute façon. Donc voilà. Ok. Et alors, je Et me demandais un petit peu. je ne sais plus quelle était la question. C'était à peu près ça en fait. C'était pour savoir quelle frustration tu ressentais sur le sujet de l'argent. Donc j'ai bien compris qu'il y avait un truc qui était complexe entre vous à ce moment-là. Toi, tu avais envie de commencer peut-être à desserrer la vis, et ton mari à l'époque, lui en tout cas, avait envie de continuer à. Enfin, j'imagine qu'il avait une grosse peur de manquer, donc il voulait contrôler le maximum, quoi. C'est ça? Je pense effectivement qu'il y a une peur de manquer assez énorme aussi de son côté. Ouais. Mais bon, ça c'est ce serait à lui. C'est son histoire. Oui, c'est ça. C'est ça. J'aimerais bien te poser la question par rapport à ton souvenir, par rapport à l'argent, un souvenir marquant que t'as vécu dans l'enfance. Alors j'ai pas énormément de souvenirs. Enfin le premier qui m'est venu, c'est la toute première fois où ma mère m'a donné un petit peu d'argent pour aller acheter je ne sais plus quoi. Il me semble que c'était une plaquette de beurre. Mais alors on va savoir est-ce que c'était vraiment ça ou pas. Mais bon bref, acheter ça à l'épicerie du coin de la rue. Donc faut se remettre dans le contexte, hein. On était début des années 70, donc moi je devais avoir 6 ou 7 ans, et on envoyait facilement un gamin à l'épicerie quand c'était à 200 mètres. Tu vois, enfin ça paraissait un peu normal. Donc rien d'extraordinaire là-dedans, mais je me souviens de la sensation de responsabilité à ce moment-là. Ok. Dans le fait qu'elle m'ait fait confiance pour ça, et puis aussi dans le fait que il fallait que je fasse attention au retour à bien rapporter la monnaie, et vérifier que justement on me rendait bien la monnaie. Voilà. Ah ouais. Je sais pas, c'est un truc qui m'est resté, ouais. Ok. Et puis alors après, un autre petit souvenir qui est un peu différent, c'est donc on avait des livrets. J'avais un livret d'épargne quand même qui avait été ouvert, je pense, à ma naissance, sur lequel il n'y avait pas grand-chose, mais bon, il y avait un peu d'argent. Et donc à cette époque-là, le livret c'était un truc physique, et on allait à la poste avec le petit carnet là, et donc le préposé de la poste au 1er janvier, enfin début janvier, il marquait dessus le montant des intérêts, et donc il additionnait pour marquer le nouveau solde, quoi. Et j'ai des souvenirs comme ça j'adorais ça, aller début janvier à la poste pour voir de combien mes économies avaient augmenté. C'était l'argent gratuit, c'est ça? Ouais, peut-être, c'est vrai, c'est le meilleur de ça.
Bah oui, c'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel, quoi. Tu vois, je trouve les intérêts et ça permet quand t'es enfant, à mon avis, il y a un côté, ok, donc il y a de l'argent gratuit, quoi. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais, c'est possible. Enfin, je sais pas, ta mère ou ton père t'avait expliqué un petit peu comment ça fonctionnait ou parce que c'est pas forcément évident pour un enfant. Bah écoute, je me souviens pas qu'on m'ait expliqué le truc, mais en tout cas, j'avais bien compris que l'argent que je mettais sur ce livret, si je le laissais dessus, et ben comme on disait, il allait faire des petits, voilà. Et puis tu le savais, voilà, au mois de janvier, de combien, ainsi, à quel niveau on va dire tes efforts d'économie allaient être récompensés, quoi. Ok. Alors tu me racontais dans le mail que donc en 2019 t'as quitté ton mari. Aujourd'hui t'es romancière. Comme tu disais, t'as du mal à gagner de l'argent. Tu peux me dire combien tu gagnes aujourd'hui? Ah mais je peux, oui. Alors sachant que, enfin, comme tous les gens qui sont indépendants, enfin je sais ce que c'est pas du tout régulier, quoi. Donc je peux calculer en fin d'année la moyenne que ça a donné, quoi. Alors cette année, la 2025, a été, on va dire, particulièrement mauvaise. Enfin bon, j'ai changé de système de distribution de mes livres, donc je pense enfin j'espère, je crois que la situation est temporaire. Mais sur l'année 2024, donc l'année dernière, mes revenus liés donc à mes romans, c'était en moyenne 1700 € par mois. Ce qui, moi, me suffit pour vivre dans la mesure où j'habite dans une maison où, comme je te disais, maintenant, je n'ai plus de frais de location, ce genre de choses. Cette année, en 2025, la moyenne sur l'année, elle est à 800 €. Et c'est parce que les derniers mois ont été catastrophiques. Parce que, enfin, même sur les 3 derniers mois, j'ai regardé, justement, je me disais que tu allais certainement me poser la question, donc j'ai regardé les chiffres. Sur les 3 derniers mois, je suis carrément à 0. Voilà, parce que j'ai eu des charges qui sont, si tu veux, en tant que romancière, j'ai des charges tous les trimestres à payer à l'URSSAF. Et puis, en fin d'année, j'ai les cotisations pour la retraite. Et du coup, c'est tombé là en décembre. Et de fait, ça a annulé, on va dire, complètement les revenus que j'avais pu avoir sur les 3 derniers mois, quoi. Voilà. Ok. T'écris des romans depuis combien de temps pour avoir ce niveau de revenu-là? J'ai publié le premier en 2014. Ok. Et donc, t'en as publié combien au total? Alors il y a des trilogies dans le tas. Donc si je compte 3 livres pour une trilogie, aujourd'hui j'en suis à une vingtaine. Ok. Donc t'as carburé, quoi, parce que t'as écrit 20 bouquins en quoi? Donc en l'espace de 10 ans, c'est ça? Un peu plus, ouais. Enfin, alors en fait, les premiers, j'avais commencé à les écrire avant la publication, tu vois. Donc, mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai publié 2 livres par an. Et là où c'est aussi assez drôle, c'est que cette année, en 2025, j'ai revu un peu toute mon organisation de travail et j'ai réussi à en publier 3. Et malgré ça, mes revenus, ils ont baissé. Donc voilà, si je devais comprendre que la corrélation entre travail et revenu, elle n'existe pas, je pense que là j'ai eu un bon exemple cette année. Mais on est bien d'accord que tu as changé de système de distribution. Oui. Là, il y a 4-5 mois. Pourquoi tu as changé de système de distribution? Est-ce que tu crois que inconsciemment c'était une façon de te tirer une balle dans le pied et de te faire un peu peur, ou ça n'a rien à voir avec l'argent? Alors effectivement, il n'est pas impossible que ça a été un peu pour me faire peur, parce que je savais, pour en avoir discuté avec d'autres collègues je travaille pas avec une maison d'édition, hein, je m'auto-édite. Donc je discute beaucoup avec d'autres personnes qui sont dans cette situation-là, et j'en connais pas mal qui ont switché vers ce nouveau système de distribution justement, et qui m'avaient dit que effectivement pendant 3-6 mois, les revenus pouvaient baisser, il fallait le temps que vraiment ça se mette en place, parce qu'en fait, si tu veux, je sais pas si j'ai le droit de parler d'Amazon ici. Vas-y. Tu couperas éventuellement tu parles d'Amazon si tu veux. D'accord. Pourquoi la situation d'avant. Excuse-moi, mais pourquoi t'aurais pas le droit de parler d'Amazon?
Alors parce que, je sais qu'au niveau, il y a quand même des tas de gens qui sont anti-Amazon, qui refusent d'en parler, qui refusent d'acheter, surtout, en tout cas au niveau des livres, au niveau des gens qui lisent des livres. Il y en a beaucoup qui refusent d'acheter sur Amazon. Donc c'est toujours c'est toujours non, mais ça peut être un sujet un peu touchy, quoi. Alors moi, attends juste 2 secondes. Moi, à titre personnel, j'aime bien mettre un peu de nuance, tu vois. Donc j'entends bien qu'Amazon est par certains aspects destructeur à plein de niveaux, mais ce que j'ai aussi compris pour avoir creusé un petit peu, c'est qu'il y a plein de gens comme toi, d'auteurs, d'autrices, qui vivent qui gagnent de l'argent grâce à Amazon et à Kindle notamment, c'est ça, et aux livres électroniques et à l'auto-impression qu'ils ont mis en place, qui est apparemment qui cartonne et qui permet de pouvoir vendre des livres sans avoir d'éditeur, quoi. Donc d'être auto-édité. Donc bien sûr que pour moi il y a un aspect aussi positif derrière tout ça, quoi, tu vois. C'est chouette aussi de pouvoir utiliser à ce moment-là, s'appuyer sur Amazon. Encore une fois, je connais pas les détails, tu vois, mais j'entends pour toi que c'était important. Mais donc à ce moment-là, t'étais chez Amazon, c'est ça, avant ça? Oui, alors la plupart de mes livres étaient en exclusivité chez Amazon. Parce que quand tu travailles avec eux en direct et que tu es en exclusivité chez eux, tu as accès à plus de promotions, on va dire. J'en avais certains qui étaient aussi publiés chez Kobo, qui travaillent avec la Fnac, mais la plupart étaient quand même en exclusivité sur Amazon. Et du coup, ce nouveau système de distribution me permet d'avoir mes livres en numérique présents sur absolument toutes les plateformes. Donc même des plateformes absolument inconnues, moi dont j'ignorais totalement l'existence. Mais bon, en tout cas, les principales, ça reste Amazon, parce que c'est là où il y a les lecteurs en numérique, en tout cas, sont les plus nombreux. Et bon, après, tu as donc tous les Fnac, Apple, Google, Leclerc, Cultura, toutes ces plateformes-là. Et en papier, maintenant, on peut les commander dans toutes les librairies. Donc, si tu veux, l'idée, c'est quand même d'élargir le lectorat potentiel, d'augmenter les sources, de diversifier les sources de revenus. Et puis à terme, logiquement, ça devrait les faire augmenter, ces fameux revenus, tu vois. Mais voilà, pour l'instant, je suis dans le creux de la vague et il est quand même sacrément creux, quoi. Voilà. Mais sinon, je te rejoins tout à fait sur le fait que Amazon, clairement, moi, c'est grâce à Amazon que je peux payer mes factures avec la vente de mes livres. Je veux dire, clairement, sans eux, c'était impossible. Merci d'avoir dit pas gagner ta vie, ça me fait plaisir. T'as vu ça, Depuis le temps que je t'écoute, c'est rentré. D'autant plus que ta vie tu l'as et qu'en fait, moi ce que j'ai bien compris, c'est que ta vie riche, c'est d'écrire des bouquins, quoi. Ah oui, clairement, oui. Ah oui, ma vie riche, c'est ça, oui, c'est d'écrire des livres, et tu vois, là, c'est tellement riche que ça va me faire pleurer, mais bon, c'est pas grave. Ça m'émeut toujours, parce que j'écris du roman contemporain, donc c'est des histoires très ancrées dans le réel, qui traitent souvent de sujets de société un peu difficiles, mais dans lesquels il y a un parcours de résilience qui fait que les gens s'en sortent très bien. Et je sais, parce qu'on me le dit, que c'est des livres qui font beaucoup de bien. Il y a même des gens qui me disent que ça avait changé leur vie, quoi, de lire un de mes textes. Donc, si tu veux, je sais même pas ce qui m'émeut vraiment, là. Est-ce que c'est le fait et c'est peut-être encore une histoire de responsabilité, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, par rapport à l'argent que m'avait donné ma mère. Je me sens une responsabilité, et je sais que j'ai ce pouvoir-là avec mes mots, tu vois. Ça, c'est une coach m'avait dit ça une fois, mais tu te rends compte, t'as le pouvoir de créer des émotions juste avec les mots, et elle m'avait dit, t'as pas le droit de ne pas consacrer tout ton temps à ça. Et c'est un truc qui m'est un peu resté, un peu beaucoup, et ouais, je sais que je peux faire du bien à des tas de gens avec mon métier. Et ça me nourrit aussi énormément, tu vois, de me dire ce que je fais, ça a un sens, mais dingue. Et puis et ouais, je me sens pas le droit de ne pas le faire. Instacart helps you get what you need fast. Like when the watch party at your place finally makes it out of the group chat. Suddenly you need snacks, drinks, and all the things nobody planned for.
With Instacart, you can get groceries and party essentials delivered. Just download the app, place your order, and it shows up in as fast as 30 minutes. That way, hosting feels easy and looks like you had a plan all along. Get the Instacart app today and get game day deals. Ok. C'est peut-être un peu loin, Trop mais bien. voilà. Mais On pas en est du là. tout. Pas du tout. Je comprends vraiment ce sens de la responsabilité. Et tu vois, ce que j'entends, c'est que ce que j'entends et ce que je vois souvent, tu vois, c'est que dans les familles justement modestes, il y a soit de la peur de manquer, soit un gros sens des responsabilités autour du travail, tu vois. Et c'est intéressant de voir que toi, tu te sens une responsabilité autour de ça. Pour moi, après, ma take en tant que coach, c'est tant que ça devient pas une injonction et que tu vas pas finir par te cramer la gueule avec ça au nom de du bien que tu fais avec tes mots, quoi. Tu vois, ce qui est en soi super important, quoi. Mais oui, c'est important aussi de. Et merci de partager ce que tu partages, à quel point ça te touche, quoi. Je trouve ça important et génial. Est-ce que, mais ouais, donc, attends, j'avais quand même une question par rapport à cette histoire d'argent. Comme tu me disais, peut-être que je me suis mis en danger. C'était peut-être une façon inconsciente de me mettre en danger. T'étais dans une zone un peu de confort finalement, si j'ai bien compris, en étant exclusivement chez Amazon, que ça avait l'air de tourner et que t'es allé chercher autre chose. Ben, ça tournait, oui, ça tournait bien. Après, j'avais quand même l'envie d'essayer d'aller plus loin, quoi, de passer une nouvelle étape, toi, de joindre. Oui, c'est encore un peu lié à ce que je viens de dire, d'avoir la possibilité de toucher plus de personnes, tu vois. Mais le fait est que, pour ça, il fallait pas quitter Amazon, mais en tout cas trouver le moyen d'être disponible dans d'autres endroits. Et ça, c'était beaucoup plus facile en passant par un distributeur, parce que là, moi, je lui envoie mes livres à lui, et après, lui se charge de publier ça, enfin de distribuer sur toutes les plateformes, quoi. Ok. Bon, donc ça, a priori, tu te dis, ok, ça n'a rien à voir particulièrement avec l'argent, t'as pas tenté de te tirer une balle dans le pied. Pas consciemment. Non, mais en fait, c'est important aussi, juste pour moi, ça me paraissait important de te poser la question. Comment tu vis le fait de gagner 0 € là pendant 3 mois? Depuis 3 mois. Pas très bien quand même, hein. Enfin, alors c'est assez particulier parce que c'est inconfortable. Maintenant, ça ne me met pas non plus dans une panique totale, tu vois. J'ai une espèce de certitude que de toute façon ça ne va pas durer et que les choses vont s'améliorer, quoi. Ça ne m'empêche pas je fais quand même un peu attention à ce que je dépense, hein, forcément, mais ça ne m'empêche pas. Là, typiquement, récemment, j'ai acheté un programme d'accompagnement en course à pied parce que j'en fais aussi. Et c'était 200 €, tu vois, j'ai payé ça là la semaine dernière, alors que objectivement c'était certainement pas, enfin objectivement, si on regarde du strict point de vue financier, l'idée c'est pas la meilleure au monde, tu vois, mais ça m'a pas posé de problème de le faire, parce que je me fie beaucoup à mon intuition aussi, et c'était le bon moment pour ce truc-là, et du coup la dépense s'est faite sans problème, tu vois. Ok, je comprends. Alors attends, tu me disais dans ton mail que t'as beau travailler depuis plusieurs années sur ta relation à l'argent, aujourd'hui tu sens que tu stagnes. Ça veut dire quoi exactement? Ouais. Parce qu'il y a eu des différents moments où j'ai bossé sur moi et j'ai vu des effets sur mes revenus après. Et là, clairement, l'effet actuel, c'est pas tout à fait celui que j'attendais, tu vois. Donc voilà, quand on me dit que je stagne, c'est peut-être même un euphémisme pour dire que je me demande si je ne reviens pas en arrière, tu vois. Donc ça, je pense que c'est impossible, mais oui, en tout cas, il y a encore des trucs à débloquer, ouais. Ok. Par exemple, tu me dis, pendant 5 ans, j'ai vécu dans un appartement pour lequel je devais payer un loyer. Depuis 1 an, donc, t'es dans la maison
que vous avez acheté avec ton ex-mari, en gros, lui en bas, c'est ça, il a ouvert une brasserie, c'est ça? Oui, alors en fait, on a 2 maisons. On possède 2 maisons qui sont mitoyennes. Et donc lui, il habite dans une et moi dans l'autre. Okay. Et l'autre, le premier niveau, effectivement, est occupé par sa brasserie. Et tu me dis, depuis 1 an, je suis dans cette maison, donc j'ai plus de charges locatives ni d'emprunt. Alors je me suis dit, top, je vais pouvoir économiser, investir. Et là, tu me dis, sauf que par hasard, mes revenus ont baissé. En quoi, en fait, il y a un truc... est-ce que tu as réussi déjà à économiser et à investir pendant le début de l'année, on va dire? Alors un petit peu, pas tant que ça, parce que donc cette maison, elle était inhabitée avant, donc il a quand même fallu que je la meuble un peu. Mais après, oui, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. J'ai même mis cet argent en bourse sur un PEA, ce qui était une énorme nouveauté pour moi. Enfin, je veux dire, c'est il y a 3 ans, tu m'aurais dit un jour tu auras de l'argent en bourse. Je pense que je me serais écroulée de rire parce que c'était pas du tout dans ma vision. Enfin, c'est un domaine que je connaissais absolument pas. Donc et puis bon, ça m'intéresse quand même de plus en plus toutes ces histoires-là. Donc j'ai commencé à me documenter là-dessus et puis à trouver des choses intéressantes. Donc j'ai un peu d'argent en bourse. J'ai aussi des parts de SCPI depuis un certain temps. Toi, il y a quand même il y a un petit matelas, un petit filet de sécurité, quoi. Mais n'empêche que quand tu vois que t'as 0 de revenus, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Enfin, en tout cas, le matelas en question, pour l'instant, je ne peux pas le faire grossir, c'est sûr. Je vais faire le maximum pour, en tout cas, le laisser tel quel, enfin, dire de pas y toucher. Mais oui, en tout cas, il est là. Ce que j'entends aussi, c'est que quelque part, t'as investi cet argent pour aller changer de système de distribution. Tu vois, t'as profité aussi peut-être de dépenser moins d'argent pour changer de système de distribution. Je sais pas si tu l'as fait consciemment en fait, mais en fait c'était aussi le moment, j'imagine, tu vois, pour toi de te dire ok, je vais peut-être avoir un trou de 3-6 mois. Ça va peut-être être l'occasion de changer de système et de passer peut-être à la seconde sur un système de distribution plus grand, non? Eh ben, écoute, ça n'a pas été conscient du tout. Okay. Génial. Mais mais effectivement, t'as peut-être raison, ouais, parce que effectivement, le fait de passer par ce distributeur, là, ça fait, ça doit faire 2 ans à peu près que je sais qu'il existe, enfin, que je connais des gens qui le font, et bon, je me disais, ça peut être intéressant, mais effectivement, je n'arrivais pas à passer le pas, et ouais, t'as tout à fait raison. Je me suis décidée à partir du moment où j'étais ici et où, effectivement, je n'avais plus de loyer à payer. Donc, bon, c'est bien, il travaille bien, lui, là-haut. Tu vois, c'est que parfois on a l'impression de stagner et je comprends, en fait, je vois bien que là tu te dis ok, en fait je suis en train de stagner parce que mes revenus baissent et tout. Moi, ce que je vois de l'extérieur, c'est que peut-être pas tant que ça en fait. En revanche, ce qui est toujours intéressant, c'est vraiment de venir mettre de la conscience. Tu vois, je vois bien qu'il y a une part de toi peut-être inconsciemment qui s'est dit ok, là je suis peut-être en sécurité, un peu plus en sécurité parce que je dépense un peu moins d'argent, donc je vais pouvoir aller regarder ce système-là qui me fait de l'œil depuis des plombes. Mais c'est sûr que si tu le fais de façon inconsciente, et que tu viens pas amener justement, tu vois, cette réflexion à la conscience, d'un coup d'un seul, ça finit par tu finis par te mettre des bâtons dans les roues en fait, tout simplement parce que émotionnellement c'est pas géré. Et donc tu pars dans ce truc-là et tu te dis merde, alors pourquoi j'ai fait ça, n'importe quoi. Et tout. En vrai, potentiellement c'était une super décision quoi, tu vois, à terme. Mais ça, j'en reste persuadée que c'était une bonne décision. Je la regrette pas du tout. Enfin, c'est. Oui. Mais j'imagine qu'en même temps, ça doit te mettre actuellement, c'est compliqué, c'est clair. Oui, c'est ça. J'imagine qu'actuellement, ça doit te mettre un petit coup, tu vois, de te dire, ok, merde, il y a pas d'argent, c'est chiant, quoi, tu vois. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que ça serait quand même beaucoup plus simple à vivre pour toi si tu le faisais en conscience à ce moment-là. Donc c'est pour ça aussi que j'invite aussi tous les gens qui écoutent, tu vois, à venir remettre un peu de conscience dans la relation à l'argent. Et comme tu dis, en fait, je suis pas si sûr que ça que tu stagnes à ce point, mais c'est juste potentiellement, je crois que tu as peut-être moins conscience que t'évolues. C'est peut-être ça le problème. Ah, effectivement, c'est une bonne vision, ça, de se dire, c'est pas mieux que stagne, c'est que je n'ai pas conscience d'évoluer. Ouais, déjà, c'est mieux. Je trouve comme
comme façon d'exprimer les choses. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de tes garçons, Oui. de tes 2 enfants. Alors comme tu me disais dans le mail, j'ai eu 2 enfants qui sont nés au gré de nos séjours à l'étranger. L'aîné est né en Bolivie et le cadet en Angola. Quand nous sommes réinstallés en France définitivement, ils avaient 11 ans et 14 ans et avaient passé la moitié de leur vie à l'étranger. Aujourd'hui, ils ont 28 et 31 ans. Tu me dis, l'aîné est HPI, alors il est en dépression, plus ou moins sévère depuis qu'il a abandonné ses études de médecine en 4e année. Et ton second garçon est trans. Autant dire que ma daronnerie n'a pas été de tout repos. D'ailleurs, je me suis procuré le livre il y a quelques mois, Vos enfants ne sont plus vos enfants. Il serait temps que je me décide à le lire. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'effectivement c'est un sujet intéressant. D'ailleurs, je l'ai lu depuis le mail. Le mail m'a donné l'impulsion pour me lancer là-dedans. Et en fait, en le lisant, je me suis dit que j'aurais dû aussi... au départ, j'ai pas acheté Vos parents ne sont plus vos parents parce que mes parents sont morts. Et il m'a semblé que ma relation à eux, j'avais plus trop grand chose à faire dessus. Mais en lisant celui sur les enfants, je me suis dit qu'en fait, j'aurais quand même dû peut-être commencer par celui-là. Donc, je vais mettre un œil là-dessus, ouais. Oui, mes enfants, ils sont adultes aujourd'hui, donc ce ne sont plus mes enfants. Enfin, ce sont mes ex-enfants, comme il est indiqué dans le livre. Et c'est vrai que ça reste un truc sur lequel je sens que j'ai besoin de travailler justement alors non pas que je ne les considère pas comme adultes, mais que j'ai encore des réflexes et même des habitudes de maman, quoi. Enfin, tu vois, le cadet, je le soutiens financièrement toujours, par exemple, alors qu'il a 28 ans, toi. Donc, des fois, il y a une part de moi qui se dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ce truc-là, tu vois? Est-ce que c'est vraiment un cadeau que je lui fais? Non, je suis pas sûre. Mais ouais, il y a des choses. Tu lui en as parlé? Tu lui en as parlé? Oui. Et alors, je lui en ai parlé il y a pas longtemps, justement, en voyant il m'est revenu à ce point de pas tellement bas, quoi. Je lui ai dit, écoute, c'est pas dit que je puisse continuer, quoi. Qu'il soit comment dire, conscient du fait que, de toute façon, il était, ça, j'en suis sûre, mais que c'est pas, conscient que c'est pas si facile pour moi, et surtout conscient que ça s'arrêtera forcément. Je ne vais pas continuer toute sa vie, quoi. Mais la question, en fait, est là de dire comment est-ce que je détermine. Oui, ça c'est sûr que la mienne, j'espère, s'arrêtera avant la sienne. Oui, j'espère aussi. Voilà, mais c'est correct ce qu'on se souhaite. Qu'est-ce qui t'empêche d'arrêter, par exemple, de soutenir ton fiston financièrement? On va encore parler de responsabilité, là. Parce que je me sens responsable de lui, même si, encore une fois, il est adulte, quoi. Il existe sur Terre parce que j'y ai bien voulu, quoi. Mais le fait est que je pars du principe qu'il en a besoin, en fait. Et il faudrait effectivement que j'ai une nouvelle discussion. Quand j'ai commencé, je sais plus, je sais même plus, tu vois, quand j'ai commencé à lui donner de l'argent tous les mois, comme ça, pendant ses études, je pense, dès qu'il a dû avoir un logement indépendant, quoi. Mais c'est vrai que je suis partie du principe que tant qu'il me disait pas, c'est bon, tu peux arrêter, je devais continuer. Alors qu'en fait, oui, c'est peut-être quand même plus à moi de prendre la décision, quoi. Ouais, je crois. Et tu vois, de la même façon que, pour moi, ça marche exactement de la même façon que apprendre à marcher à ses enfants, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas pas être derrière eux en permanence. Il faut qu'ils se pètent la gueule, tu vois, il faut qu'ils tombent pour faire en sorte d'apprendre à marcher, à trouver l'équilibre. Donc bien sûr, au début, on les aide, on leur donne la main, tu vois, on les accompagne, etc. Puis à un moment donné où ils marchent tout seuls, quoi, tu vois. Et pour ça, faut les lâcher. Il faut qu'ils apprennent à tomber sur leurs fesses, à tomber sur leurs genoux, à se faire peut-être mal, quoi, tu vois.
Ça fait partie du jeu, quoi. Qu'est-ce qui fait pour toi que Je t'as vois. du mal à faire avec l'argent? Je suis pas sûre qu'il y ait que avec l'argent. Ah, ok. Oui, non, parce que le fait est aussi que, oui, je sais que je suis le genre de mère qui est capable de tout laisser tomber si ses enfants ont un problème, tu vois. Un problème, ça peut être matériel, s'ils ont un problème de santé, si, tu vois, donc c'est pas juste sur l'argent que ça se concrétise, que ça se matérialise. Mais ça, à la limite, je peux comprendre, parce qu'en fait, juste un peu trop. Ouais, non, je suis juste un peu trop dans la mère sacrificielle, tu sais. Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de te sacrifier pour tes enfants? Ah ben là, on va reparler de loyauté pour le coup. Parce que c'est ce que ma mère a fait toute sa vie, je pense. Ouais, c'est l'exemple que j'ai eu et que j'ai eu envie de reproduire. Est-ce qu'au fond de toi, Florence, tu vois, et pour moi aussi... Pardon. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? Ça lag un peu, pardon. J'ai même pas eu besoin de me forcer en plus. Oui, c'est ça. J'allais te dire, est-ce qu'il y a une part de toi, au fond de toi, qui a pas juste envie de vivre sa vie de femme et à un moment donné, ça va, quoi. Tu vois, la vie de maman, c'est bon, c'est derrière moi, quoi. Ah, si, mais d'ailleurs, cette part-là, quand même, s'exprime de plus en plus. Je veux dire, il y a 20 ans, cette part-là, je l'avais complètement oubliée. Là, aujourd'hui, elle est devenue majoritaire, même. Clairement, enfin, toi, c'est pas pour rien que j'ai quitté leur père, c'est pas pour rien que toi, maintenant, vraiment, je prends beaucoup plus de temps pour moi, que je n'aurais pu le faire avant. Ça, c'est évident. Mais il y a quand même toujours, ce côté marrant, il est toujours là, quoi. On va dire que les proportions s'inversent sacrément, mais il y a toujours cette part-là, quand même, qui existe. Bon, j'ai fait un peu des petites recherches et j'ai trouvé ta page. Parce que t'écris sous pseudo, ou je sais pas si c'est ton nom de jeune fille ou... Alors non, c'était mon nom d'épouse. Voilà, c'était Pierre-Paul, c'est le nom de mon mari, ex-mari. Et donc, comme j'étais connue sous ce nom-là, comme en tant qu'autrice, je peux le conserver, malgré le divorce, je peux le conserver sur le plan professionnel. Voilà. Et tu dis dans ta page où tu te présentes que dans tes romans, tu rencontreras souvent des personnages LGBTQIA+, dans tes histoires. Oui. Et je me demandais à quel point il y avait une résonance, tu vois, avec ta vie de maman, avec ton fils qui est trans. Tu peux m'en parler un petit peu? Écoute, il y a forcément un lien. Après, moi, je me suis toujours sentie, proche de cette communauté-là, LGBTQIA+. Le fait que mon fils transitionne, clairement, ça m'a amené à me sentir encore plus concernée et avoir un côté même de plus en plus militant, tu vois. Et puis il me semble important, même avant qu'il ait transitionné, je me souviens avoir vu une fois passer un chiffre disant que en fait une personne sur 10 fait partie de cette communauté. Donc dans un roman en général, des personnages, il y en a souvent au moins une dizaine, tu vois. Donc je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit oui, donc en fait il devrait toujours y en avoir peut-être au moins un, tu vois, dans les histoires que j'écris. Et de fil en aiguille, en fait, j'en suis venue à écrire certains romans où en fait les personnages LGBT sont presque majoritaires. Et effectivement, c'est un peu
Ouais, c'est devenu ma façon de militer pour un monde plus inclusif, plus bienveillant, tu vois. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi, effectivement. Ok. Et alors ton fiston qui était parti pour faire médecine, ton aîné, c'est ça? Oui. Il s'est arrêté. Oui, il s'est arrêté parce que l'univers de l'hôpital, clairement, ça ne lui convenait pas. Enfin, dès qu'il mettait les pieds dans un hôpital, il se sentait pas bien. Il a quand même continué jusqu'au 4e année parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Mais ça a été au prix de sa santé mentale. Il va mieux aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va mieux. Effectivement, on va dire que les idées suicidaires s'éloignent. Mais il est toujours, il sait toujours pas trop quoi faire de sa vie, quoi. Comment tu te sens par rapport à ça? Et puis, toi, tu vas encore me faire pleurer. C'est super dur. C'est super dur parce que moi, le truc qui compterait vraiment pour moi, c'est que mes enfants soient heureux. Alors, il y en a un, il l'est, sans doute, en partie parce qu'il a transitionné. Et l'autre, il l'est pas, il sait pas comment faire, et il dit clairement que la vie, ça ne l'intéresse pas. Donc, moi, ça me déchire le ventre. Voilà comment je me sens. Je comprends. Et c'est pas facile. Toi-même, tu sais. Ah ben, clairement, oui. Mais je sais, et on en discute, il sait, il voit bien ce que ça me fait, mais il sait aussi on sait tous les deux que la seule personne qui peut trouver une raison intéressante à ce truc qu'on appelle la vie, c'est lui. Moi, je peux rien faire pour l'aider, tu vois. Enfin, je peux être là à côté de lui, je peux l'écouter, je peux lui dire ce que ça représente pour moi, pourquoi moi j'ai envie de vivre et pourquoi j'aime ça. Mais je peux pas lui donner la solution à son problème. Toi, c'est à lui de la trouver. Donc c'est un sentiment d'impuissance qui est insupportable. J'imagine. Ok. Est-ce qu'il y a un sujet, Florence? Je t'ai fait pleurer. C'était pas oui, voulu. Non, mais c'est pas. Ça m'arrive souvent et c'est pas vraiment pour moi, c'est pas du tout un problème. C'est bien. En fait, pour moi, quand on pleure, c'est qu'il y a un moment donné, il faut que ça purge. Tu vois, faut que ça sorte. Donc c'est important aussi de regarder ça comme. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Alors écoute, je regarde parce que j'ai pris des notes, moi aussi, bien sûr. Bah oui. Qu'est-ce que... Bah oui. Quoi, bah oui. Non, j'avais juste noté, la peur de manquer, toi, de quoi elle pourrait venir chez moi. Bon, il y a quand même, j'ai quand même identifié, parce que j'ai jamais eu enfant la sensation de manquer de quoi que ce soit. Enfin, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu, oui, j'ai pas eu cette sensation-là. Mais de fait, ma mère, elle l'avait connue puisque donc elle était comme je te disais, je suis née, elle avait 40 ans, moi je suis déjà, j'ai 58 ans, donc elle avait 12 ans au début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle était ado à cette période-là, et clairement elle a eu faim. Enfin, je veux dire, elle a su ce que c'était que de pas manger, de manger une fois par jour, et donc oui, quand j'étais enfant, clairement les stocks de nourriture à la maison, on faisait un jardin et puis tout ce qui était récolté, c'était mis en conserve, c'était stocké, il y avait vraiment une culture de, oui, on sait jamais ce qui peut arriver, quoi. Il y a ça. Et puis récemment, j'ai aussi identifié, parce que je suis plus dans un des podcasts là, il était question du fait que en fait le manque, ça peut être le manque d'argent, mais pas que. Et en fait, il était question d'amour aussi dans la conversation que tu avais à ce moment-là. Et je me disais, oui, c'est vrai que moi, alors j'ai pas eu la sensation de manquer d'argent ou au point de vue sur le plan matériel, mais j'ai été persuadée toute mon enfance que mon père ne m'aimait pas.
Donc voilà, je pense qu'il y a eu une double, deux entrées, deux voies pour m'amener à cette peur de manquer. Tu sais si t'as été désirée, Florence? Ah bah je sais que je ne l'ai pas été. Non, okay. Oui, sur mais après j'ai été acceptée très bien, mais oui. Clairement mes enfants ils avaient pas envie d'avoir 6 enfants, tu vois, ils en avaient 4, ça leur paraissait largement suffisant, et puis mon père a eu 2 accidents de la vie qui l'ont amené pendant un certain temps à l'hôpital, et au retour de ces 2 séjours à l'hôpital, voilà, il y a eu 2 enfants supplémentaires. Moi, je te pose cette question parce que très souvent, la peur de manquer et en fait l'idée de pas avoir beaucoup vient aussi du fait qu'on n'a pas été désiré à la naissance, quoi. Et en fait, ça veut pas dire qu'on n'a pas été aimé. Ça n'a strictement rien à voir. Ça veut dire qu'en fait, à ce moment-là, c'était pas forcément les bonnes circonstances pour tes parents de te recevoir d'une manière ou d'une autre, quoi. Et ouais, c'est un vrai sujet. Ok. Merci en tout cas, merci beaucoup Florence d'avoir partagé ton histoire d'argent. Je mettrai un lien dans les notes de cet épisode pour que les gens puissent aller découvrir. Si vous voulez découvrir le travail de Florence, je mettrai un lien vers ton site internet. Après tout, voilà, comme ça les gens pourront aller découvrir tes livres. Pas de problème. Merci. Ouais, excuse-moi, j'ai une petite anecdote à te raconter quand même pour finir. Je ne sais pas si tu connais un Américain qui s'appelle Neil Walsh. C'est un gars qui a écrit des livres, une série de livres qu'il a intitulé Conversation avec Dieu, sachant que derrière Dieu, il met pas forcément ce qu'on lui met d'habitude. Et donc il a un certain nombre de pensées, de choses comme ça, et il envoie son traducteur français envoie une newsletter de façon, je crois que c'est journalière, oui c'est tous les jours, avec la pensée du jour. Et donc je l'ai reçu ce matin. Et grosso modo, le message du jour, c'est pas grosso modo, c'est la phrase, mes problèmes d'argent peuvent disparaître en un clin d'œil. Marrant. Voilà. Et il finit toujours par tu sauras exactement pourquoi tu reçois ce message aujourd'hui. Trop bien. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Et je te remercie beaucoup Florence pour ton temps, pour ta vulnérabilité. Avec plaisir, et pour écoute. C'était super. Avec grand plaisir. When the flu is keeping you up at night, don't try to tough it out. Knock out your flu symptoms with NyQuil Intense Flu. You got this. It provides powerful relief of your flu symptoms so you can sleep well through the night. NyQuil Intense Flu. The nighttime sniffling, aching, fever, best sleep with a flu medicine. Use as directed. Keep out of reach of children.